Bienvenue à toutes et à tous aux conférences de l'Université du Temps Libre du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Bonjour Monsieur Saloni. Bonjour Marie-France et bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette année. Effectivement, on est sur la première du cycle pour l'année 2020-2021 et un cycle qui va démarrer donc avec Apollinaire, suivi de Camus et de Frédéric Mistral, me semble-t-il, en mars et en juin prochain. Et donc, c'est une première pour vous aussi, une conférence en visio comme ça avec l'UTL. Oui, le principe est très bon et même si on ne voit pas nos adhérents, eh bien, nous sommes contents de les retrouver. Bien. Bonne conférence à tous. Merci, Monsieur Saloni. Bonjour encore. Je vous propose de revenir 105 ans en arrière. Nous sommes le 17 mars 1916. Le chef de section, Guillaume de Kostrovitsky, dit Apollinaire, est en faction au Bois des Buttes, près de la ville aux Bois, en contrebas du chemin des Dames. Il est 16 heures, le secteur est calme et le fantassin est plongé dans la lecture du dernier numéro du Mercure de France, une revue à laquelle il collabore. Soudain, un bombardement retentit, des éclats de fusée. Un d'entre eux traverse et perfore le casque du soldat, l'atteignant au niveau de la tempe droite. Il perd connaissance, il est emporté jusqu'à un poste de secours proche, puis à l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry, avant d'être évacué au Val-de-Grâce à Paris, dans la chambre 13, où il est hospitalisé le 29. Quelques jours plus tard, le 9 avril 1916, le blessé est transféré à l'hôpital italien. Vous le voyez ici sur la droite de la photo, hein, le bras appuyé sur une chaise. L'hôpital italien du Quai d'Orsay. Et comme son état ne s'améliore pas, il est trépané le 9 mai à la Villa Molière, annexe du Val-de-Grâce. Le soldat est sauvé, mais la guérison est longue à venir. Déclaré inapte, mais non démobilisé, sa santé restera chancelante. Un peu plus de 2 ans après cette blessure, à l'automne 1918, l'ancien fantassin est atteint par l'épidémie de fièvre infectieuse que les Français appelleront grippe espagnole, une pandémie qui a été encore plus meurtrière que celle que nous vivons. Affaibli par une congestion pulmonaire et les suites de sa trépanation, Apollinaire, pourtant doté d'une constitution solide et vulnérable, le 9 novembre à 17 heures, 2 jours donc avant l'armistice de 1918, et cet armistice qui mettait fin à la plus atroce boucherie qu'ait connue l'Europe, il expire. Il est âgé de 38 ans. Bon, cette lettre de Jean Cocteau est assez émouvante. Il annonce à André Salmon, un autre poète, la mort d'Apollinaire. Il est âgé de 38 ans et au mois de mai précédent, le 2, il avait épousé, dans le 7e arrondissement, Jacqueline Kolb. La photo n'est pas de grande qualité, mais c'est une photo un peu agrandie. Jacqueline Kolb, que l'on appelle Ruby, parce qu'elle a les cheveux roux, comme un rubis, encore appelée d'ailleurs la Jolie Rousse. Un des témoins du poète est Pablo Picasso. Voilà, j'ai commencé par la fin, mais c'était une manière d'abord de revenir au souvenir de cette grande guerre qui a été si importante et qui sera notre sujet, mais aussi une manière de dissiper un malentendu entretenu par le poète lui-même sur le rapport à la guerre qui sera notre sujet d'aujourd'hui. Apollinaire, en effet, est l'auteur de quelques vers qui ont pu surprendre, voire choquer, comme celui-ci, tiré de Merveilles de la guerre, que ces beaux, ces fusées illuminent la nuit, ou encore ce distique, encore plus connu, extrait de Calligramme, le recueil inspiré par la guerre. Adieu que la guerre est jolie, avec ses chants, ses longs loisirs, etc. Alors, à partir de ces vers et de quelques autres, on a prêté à Apollinaire une insouciance, une inconscience de poète qui ne percevait pas ce qu'avait de tragique cette guerre. On l'a soupçonné de ne pas avoir mesuré l'intensité et le caractère atroce du conflit.
au point que 20 ans plus tard, Aragon, qui lui-même fut enrôlé dans la guerre, vous le savez, mais qui était bien plus jeune, aura aussi une mythification de la guerre qui reste la honte et l'éclat de ce grand poète. Honte et éclat. Vous voyez les deux mots contradictoires, un peu oxymoriques, qui illustrent l'ambiguïté supposée, au moins, peut-être réelle, de la position d'Apollinaire par rapport au conflit, alors que lui-même a vécu les combats, alors qu'il a été transformé en troglodyte et en victime potentielle, alors qu'il a vécu ces choses de l'intérieur, comme sur cette photo, il est sensible à l'esthétique de la guerre, il est sensible au point d'en tirer des poèmes. Mais il y a aussi à côté l'épuisement de la vie au front, comme il le dit parfois dans ses lettres, celle-ci, adressée à Madeleine, nous parlerons de Madeleine tout à l'heure, le 12 décembre 1915, donc 3 mois, 4 mois avant sa blessure. Mes hommes sont épuisés par 11 jours de tranchées, tout le monde fatigué, pas pu t'écrire hier soir, dormi par terre, ou plutôt pas dormi par terre. Et le lendemain, 13 décembre, je sens maintenant toute l'horreur de cette guerre secrète, sans stratégie, mais dont les stratagèmes sont épouvantables et atroces. Et plus loin, les souffrances de l'infanterie sont au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer, surtout en cette saison et dans cette sale région. Alors, vous voyez bien apparaître deux facettes. Et pour tenter d'expliquer, même de résoudre cette contradiction, eh bien, je voudrais analyser le point de vue du rapport à la guerre et le faire dans une triple approche qui s'attachera successivement. Ah, ça n'avance plus. Qui s'avancera successivement, voilà, excusez-moi, il s'attachera successivement à l'homme, le Guillaume soldat, ce que j'appelais Guillaume soldat, puis ses origines et sa personnalité, puis le poète et ses motivations esthétiques, sa vie sentimentale et son rapport aux femmes. Alors, première chose, venons à l'homme, à l'individu, Guillaume soldat. Par ses origines, par sa naissance, Guillaume Apollinaire est placé sous le signe de la guerre. Son père putatif, on n'est pas tout à fait certain que ce soit lui, Francesco Fuggi d'Espelmont, dans un petit médaillon, fut capitaine d'état-major du Ferdinand II de Bourbon, roi des deux Siciles. Apollinaire est né à Rome, hein, d'où ce rapport. Sa mère, que vous avez à droite, Angelika Kostrowicka, de petite noblesse lituanienne, était la fille d'un général polonais qui, au moment de sa retraite, devint officier de la garde pontificale de Rome. Voilà le grand-père de Guillaume. Alors cette double ascendance est des deux côtés militaire, et elle peut expliquer le goût du poète pour les armes, ce goût qu'il fait apparaître dans ses poèmes, dans son œuvre même en prose. On a des chefs en uniforme, on a les cosaques zaporogues, on a les chevaliers, les sultans, des conquérants, des pharaons. L'arrivée de la guerre en 1914 sera l'occasion de renouer avec ce temps glorieux, vaillant, qu'ont connu ses ancêtres. Comme la plupart de ses contemporains, Apollinaire est convaincu que cette guerre sera brève, vous connaissez l'erreur, et que cette guerre lui permettra de conquérir la gloire. Et avec un peu de malice, plus de malice que de vanité, il présente son engagement à son ami André Rouvert en ces termes: « J'en ai pris mon parti, Rouvert, et monté sur mon grand cheval, je vais bientôt partir en guerre. » Un peu plus gravement, il écrit aussi à Loup, personnage que nous retrouverons au moment où il va quitter la caserne pour le front en mars 1915. « Je suis transporté d'enthousiasme à l'idée de partir. Maintenant, une nouvelle vie commence, celle où le caractère peut montrer ce qu'il est. » À cet enthousiasme un peu naïf, partagé par beaucoup de jeunes gens au moment de la mobilisation, je ne vais pas refaire l'histoire, bien sûr, ça une explication plus adaptée au personnage. Guillaume Apollinaire est à la fois un enfant illégitime et un apatride.
né à Rome le 25 août 1880, déclaré d'abord de parents inconnus sous le nom de Guglielmo Alberto Dulcini, puis reconnu devant notaire par sa mère 3 mois plus tard, Wilhelm Apollinaris de Kostrowiecki pourrait être un peu polonais, un peu russe, un peu italien, mais sûrement pas français. Dans le larron, j'ai retenu ce vers, ton père fut un sphinx et ta mère une nuit. Eh bien, pour cet apatride, pour cet homme sans origine, sans racine, la guerre sera une occasion de trouver une patrie et d'officialiser le choix d'un pays que les hasards de l'existence et la préférence pour une langue lui ont désigné comme le sien. Oui, je ne raconte pas la vie d'Apollinaire, mais après Rome, sa mère est venue s'installer à Nice, où il a fait ses études, il a été inscrit au lycée de Nice, et puis de là, après, il est allé à Paris, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas notre sujet, donc je ne m'y attarde pas, vous retrouverez ça dans toutes les biographies traditionnelles. Un de ses premiers personnages, Merlin l'Enchanteur, enfant sans père, serait un peu son double. Je vous demande de voir sur cette couverture le poète assassiné avec cette blessure qu'il y a au front. Alors, la couverture date d'octobre 1916, mais le poème a été écrit longtemps avant. Eh bien, le personnage est un personnage sans père. Il s'appelle Cronia Mental, il est élevé par sa mère et il est orphelin. Les traces de l'apatride sont encore nettes dans l'œuvre, notamment dans son amour, son attirance, son affection presque pour les déracides, les bohémiens, les errants, les étrangers, les émigrants surtout. Tu regardes les yeux pleins de larmes les pauvres émigrants, dit le poème Zone, le premier du recueil Alcool, un poème à forte coloration autobiographique. Un autre poème de ce recueil s'intitule L'émigrant de Landor Road, un émigrant auquel il s'identifie. Dans la France de l'époque, cette France de 1900, cette France de l'affaire Dreyfus qui voit la montée du nationalisme et de la xénophobie, Kostrowiecki, c'est son prénom, eut à souffrir de sa situation de métèque, comme par exemple à l'occasion du vol des statuettes vénitiennes du Louvre, faisant suite au vol de la Joconde. Vous connaissez bien aussi cette histoire. Alors ce vol de statuettes a été accompli par un aventurier belge de ses connaissances, un personnage un peu fantasque nommé Géry Pierret. Et Pierret a déposé, pour les soustraire aux recherches de la police, deux statuettes chez Picasso et une statuette chez Apollinaire. Apollinaire est arrêté, inculpé de complicité de vol et incarcéré à la Santé. Et vous avez cette photo qui est elle aussi un petit peu floue, un petit peu incertaine, où vous le voyez dans cet état. Et vous savez qu'il y a un recueil dans Alcool qui s'appelle À la Santé. Avant de rentrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu, et quelle voix sinistre ulule, Guillaume, qu'es-tu devenu? Bon, l'affaire n'aura pas de suite, elle sera élacidée, mais il a fait 7 jours de prison et il se sera rendu suspect en tant qu'étranger. À un moment, son expulsion avait été envisagée. Et pourtant, à ses yeux, les immigrés sont des personnages importants. Ils fécondent la terre qui les accueille. Comme le dit une nouvelle peu connue et que je vous invite à redécouvrir dans le recueil Le poète assassiné, la nouvelle s'appelle Giovanni Moroni. Ce sont les immigrés, ils introduisent dans leur pays d'adoption les impressions de leur enfance, les plus vives de toutes, et enrichissent le patrimoine spirituel de leur nouvelle nation. La volonté de l'écrivain sera toujours de gommer son étrangeté, ce qui illustre son pseudonyme, Apollinaire, très français si j'ose dire, ce qui illustre l'affichage ostentatoire de ses sentiments patriotiques, comme dans ses vers tirés d'un drame en 3 actes et en vers joué après sa mort en 1918, le poème, le drame s'appelle Couleur du temps. Vous ne songez qu'à mon existence, merci, mais moi j'aime le danger, je suis poète, et les poètes sont l'âme de la patrie. Cet esprit cocardier qui est un peu aussi dans l'air du temps, dont les traces sont fréquentes, on peut songer aussi à ce drame burlesque appelé Les Mamelles de Tirésias, qui sera peut-être la naissance de ce qu'on appellera plus tard le surréalisme en 1917, où il fait un appel, vous vous rappelez, à la repopulation de la France. Eh bien, nous retrouvons là aussi cet esprit cocardier,
et il s'exprimera largement avant la déclaration de la guerre. En tant qu'étranger, bon, polonais, donc de nationalité russe, il n'est pas mobilisable, même s'il accomplit de nombreuses démarches pour se faire naturaliser. Pourtant, il est décidé à s'engager, comme il l'écrit dans une carte postale envoyée à son ami italien Ardengo Soffici, une carte postale datée du 10 août 1914, où l'on peut lire: j'ai signé, vous arrivez peut-être à le déchiffrer, j'ai signé ma demande d'engagement et j'espère qu'on m'enrôlera avant la fin du mois d'août. Pour appuyer sa requête, il déclare qu'il parle allemand, c'est vrai qu'il a fait un séjour en Allemagne, on y reviendra, qu'il connaît bien la région de Cologne, qu'il est bon marcheur, ce qui n'empêchera pas le gouvernement français de refuser sa demande. Il reçoit toutefois, comme il revient à tout étranger qui désire rester en France, un permis de séjour délivré par le commissariat du 5e arrondissement, et même le 4 septembre, une autorisation à se rendre à Munich, il y a passé une partie de son enfance. Entre-temps, sa demande d'incorporer la Légion étrangère a été également refusée, donc toujours pas soldat. Enfin, après plusieurs semaines, il signe en même temps à la mairie de Nice un engagement et une demande de naturalisation transmise au ministère de la Justice 4 jours plus tard. Alors, nous possédons le livret militaire, dont vous voyez une page, ouvert à l'occasion de cet engagement, un engagement qui deviendra effectif le 6 décembre 14. Vous voyez au passage, né à Rome, Italie, mesure 1,90 m, 1,69 m, ce qui n'est pas très, très grand, alors qu'il est très costaud, qu'il est très solide. Bref, ce livret militaire prouve qu'il est en train de devenir un soldat, et un soldat français. Il va incorporer le corps des canonniers conducteurs et rejoindre le 38e régiment d'artillerie à Nîmes. Cite: j'ai été au comble du bonheur quand le conseil de révision de Nice m'a déclaré apte. C'est dans une lettre à Francis Picabia. L'entrée en guerre doit correspondre pour lui à la de sa nationalité. Le décret de naturalisation ne paraîtra pourtant au journal officiel que le 9 mars 1916, soit exactement 8 jours avant qu'il reçoive sa blessure au front, à la tempe plus exactement, un peu comme si, une fois conquis ses caractères de francité, il pouvait se laisser gagner du front. À partir de là, Apollinaire va revêtir l'uniforme français et ne le quittera jamais. Et cette question de l'uniforme n'est pas anodine. Après sa convalescence, il n'est pas démobilisé, comme je l'ai dit, et il conserve son habit militaire, orné des galons de sous-lieutenant et de la croix de guerre. On ne les voit pas trop bien sur cette photo, mais il les a. Lui, de forte corpulence et au physique sans grâce particulière, se sent avantagé par l'uniforme, même si celui-ci le boudine un peu. Déjà en janvier 1915, alors qu'il est en garnison à Nîmes, il avait envoyé un portrait à son ami André Rouvert, sur lequel il apparaît rayonnant, bien campé sur ses jambes. On dirait un comique troupier, hein, franchement, sur cette photo, moulé dans sa vareuse, et le commentaire écrit de sa main et que vous voyez à l'écran, le commentaire souligne malicieusement cette air martial: mon cher André, je t'enverrai cette photographie, bien bon et qui s'y fie, où j'ai pris l'air de Mars quand il attend Vénus. Dans une nouvelle peu connue et publiée après sa mort, La femme blanche de Hohenzollern, apparaît une évocation de l'uniforme. Je le cite: le costume du soldat français, et surtout celui du fantassin, est devenu très beau pendant la guerre. Une beauté mâle qui n'emprunte rien à cette splendeur d'apparat que l'on a longtemps cherché à donner aux soldats. Les officiers, presque vêtus comme leurs hommes, participent de cette beauté. La capote avec les galons très courts, le casque, l'équipement canadien qui fait mât de cocagne ou arbre de Noël, selon les expressions qui courent dans les régiments, tout cela constitue un ensemble éminemment guerrier.
Alors voilà ce qu'il écrit, vous voyez, à un moment où il est démobilisé lui-même. Jusqu'à sa blessure à la tête. Et vous avez vu que dans les 2, 3 dernières photos, nous l'avons vu apparaître avec ce bandage. Cette blessure qui lui impose de porter soit ce bandeau, soit un masque de cuir qui couronnera son visage, un visage jadis ingrat, mais qui est transformé par cette tête étoilée dont nous avons parlé tout à l'heure, qu'il cite lui-même pour reprendre le titre d'une nouvelle, et un poème de Calligramme d'où je tire 2 vers, un poème qui s'appelle Tristesse d'une étoile. Une belle Minerve est l'enfant de ma tête, une étoile de sang me couronne à jamais. Vous avez vu le dessin de Cocteau, voici le dessin de Picasso qui va évidemment illustrer la même image, mais de profil, de cet Apollinaire bandé. Et au passage, c'est le lieu de mentionner, me semble-t-il, ce portrait assez connu que l'on appelle portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire, réalisé par le peintre italien qui a vécu à Paris la grande partie de sa vie, Giorgio de Chirico, portrait du printemps 1914. Je tiens à vous donner l'idée. Et vous voyez apparaître, vous voyez, j'ai mis une flèche bleue sur le haut, un profil qui est le profil d'Apollinaire, le profil du poète, et vous voyez apparaître une espèce de cercle ou de cible où la balle, l'obus, l'éclat va pouvoir frapper. Eh bien, ce sera sur l'autre côté de la tête, sur l'autre côté de la tempe qu'il sera blessé, mais nous avons là une espèce de portrait dit prémonitoire parce que justement, il y a presque la blessure. Alors, je vais peut-être m'arrêter là sur ce premier point et je ne vais pas dérouler le détail de ces 11 mois passés au front, mais je voudrais quand même, avant de clore cette première partie, rappeler qu'Apollinaire a accompli une belle guerre, même si cette guerre est sordide et terrible. Une belle guerre en tant qu'artilleur, d'abord dans les fonctions d'agent de liaison, chargé de porter les messages à pied ou à cheval, et vous devinez les dangers, puis de chef de secteur, toujours les armes à la main. À la mi-novembre 1915, il demande à être versé dans l'infanterie, ce qui lui permettra de devenir sous-officier, mais ce qui entraîne en même temps de gros risques, un peu comme s'il se sentait le devoir d'accomplir le sacrifice du sang, ce qui aura bien lieu avec cette blessure. J'ajoute qu'il en voudra toujours aux embusqués, à ceux de l'arrière. Et les embusqués sont nombreux parmi les artistes, se fâchant avec les Delaunay. Le voilà au front, vous le voyez au centre, là, avec sa moustache et son képi. Par exemple, il en voudra aux Delaunay, hein, Robert et Sonia Delaunay. Robert Delaunay étant lui-même, alors qu'il est très ami, traité de triste personnage, puis de simultanéiste déserteur, parce que Delaunay a passé le temps de la guerre en Espagne. Avec Sandrard le Suisse et Ricciotto Canudo l'Italien, Costro lance le 2 août 1914 un appel aux étrangers vivant en France. Un appel commençant par ces mots, je cite, « L'heure est grave, tout homme digne de ce nom doit aujourd'hui agir, toute hésitation serait un crime, et la guerre sera pour lui un devoir, un baptême et peut-être aussi un adoubement. » Alors le propos qui précède aura permis de nous familiariser avec la personnalité de Guillaume Kostrowicki, dit Guillaume Apollinaire, et de rappeler les conditions de son entrée en guerre. Pourtant, il ne faut pas oublier, et je vous invite à ne pas l'oublier, que nous avons affaire avec ce poilu, hein, qui passa près d'1 an en première ligne, je le rappelle. Nous avons affaire à un écrivain et à un poète. Et l'important pour nous, ça va être d'essayer de concilier ces deux images, concilier ces deux casquettes, celle du soldat, celle du poilu, et celle du poète. Alors je voudrais ouvrir ce développement par une citation que j'emprunte à un récit en prose paru posthumément en 1920. Ce récit s'appelle La femme assise, où j'extrais cette phrase. « La guerre même a augmenté le pouvoir que la poésie exerce sur moi. Et c'est grâce à l'une et à l'autre
que le ciel désormais se confond avec ma tête étoilée. Alors cette tête étoilée qui réapparaît encore une fois, et cette guerre qui est fécondante est ici explicitée. La première des rencontres qui va expliquer cette collision et collusion peut-être de la guerre et de la poésie se fait du côté de la modernité. Apollinaire occupe dans l'histoire de la littérature française une place de novateur, un artiste ouvert sur le nouveau siècle qui va commencer, dans lequel il entre quand il a juste 20 ans. Là, tu es là de ce monde ancien, déclare le premier vers de Zone que j'ai cité dans le recueil Alcool. Alors lui, qui est attaché à la tradition, à la culture du passé, qui a une connaissance et une culture énorme, il ne va pas hésiter à célébrer les productions de la vie moderne. Le tramway, les usines, les manufactures, les automobiles, rejoignant ainsi les préoccupations de ce mouvement qu'on appelait le futurisme, les futuristes italiens, dont le plus célèbre était Filippo Tommaso Marinetti, qui a écrit des poèmes à la gloire d'un certain nombre de réalités modernes. Apollinaire rejoindra un peu le mouvement, mais en même temps, il écrit une tradition futuriste avec un peu d'ironie. Et lui qui veut faire flamber l'avenir, comme il est dit dans un poème, va s'attacher aux grandes explosions imminentes. Les expressions se retrouvent dans les mouvements artistiques, picturaux, poétiques de l'époque, le cubisme, l'orphisme, le simultanéisme, illustré par Delaunay et quelques autres. Alors, je ne peux pas développer cette question qui serait intéressante, mais qui nous éloigne. En revanche, je voudrais m'arrêter à un point de cette modernité en poésie. C'est à travers une création presque de la guerre de 14, c'est l'avion. Un poème non publié de son vivant intitulé L'avion exprime cette admiration. Je cite, ce ne sont pas les meilleurs vers, mais en tout cas, c'est important à rappeler. L'avion, l'avion qu'il monte dans les airs, qu'il plane sur les monts, qu'il traverse les mers, qu'il aille regarder le soleil comme Icare. Pendant le conflit, Guillaume aura l'occasion de contempler le ballet des airs, ce qu'il exprime dans une lettre adressée à Madeleine en date du 11 octobre 1915, je cite, « Aujourd'hui, spectacle admirable du retour d'une escadrille de 28 avions de bombardement que croisaient nos avions de chasse. » Plus loin, spectacle angoissant et charmant d'une délicatesse si neuve. Alors, la guerre, cette guerre perçue souvent comme le catalyseur d'une mutation sociologique, cette guerre va marquer pour lui une progression dans le sens de la nouveauté. Les découvertes technologiques, et l'avion en est un exemple, de même que l'automobile, vont donner naissance à une nouvelle esthétique, à ce renouveau esthétique auquel il croit. Nous pourrions dire que pour Apollinaire, le poète, comme l'homme, la guerre marque une rupture, presque une renaissance. Je voudrais renvoyer ici à un poème assez connu qui sera recueilli dans Calligramme, le recueil de la guerre, que je devais citer en entier, mais que je ne peux pas citer en entier. Ce poème a pour titre « La petite Otto ». À la fin du mois de juillet 1914, il n'est pas encore soldat ni enrôlé, et puis la guerre n'a pas encore été déclarée, ça ne va pas tarder, Guillaume se trouve à Deauville avec son ami André Rouvert. Alors j'ai cité souvent André Rouvert, bien vous le voyez ici, dans cette espèce de photomontage. L'annonce de la mobilisation générale les décide à rentrer précipitamment à Paris, ce qu'ils font dans l'automobile de Rouvert. Nous sommes en 1914, c'est le début de l'automobile. Alors je passe sur le début du poème et je relève quelques vers. Vous voyez le calligramme, je reviendrai sur les calligrammes tout à l'heure, et vous avez quelques vers. Nous dîmes adieu à toute une époque, des géants furieux se dressaient sur l'Europe, les aigles quittaient leur air en attendant le soleil, les morts tremblaient de peur dans leur sombre demeure, et la fin du poème que vous avez à l'écran. Et quand, après avoir passé l'après-midi par Fontainebleau, nous arrivâmes à Paris, au moment où l'on affichait la mobilisation,
nous comprîmes, mon camarade et moi, que la petite auto nous avait conduits dans une époque que lui-même a composé un petit recueil qui est celui-là, cette plaquette qu'il appelle Case d'Armons. C'est le nom de la voiture à caisson qui transporte les effets des artilleurs. Vous voyez que c'est une couverture qui est manuscrite avec des dessins et le texte est imprimé à l'encre violette sur un papier quadrillé. Deux éléments calligraphiques décorent le poème qui va être vendu au bénéfice des soldats. Chaque exemplaire est unique et on lit par exemple, je cite 4 vers, un poète dans la forêt regarde avec indifférence son revolver au cran d'arrêt, des roses mourir d'espérance. Ces 21 poèmes seront intégrés plus tard dans le recueil Calligramme, Calligramme sous-titré, là vous avez évidemment l'ébauche du Apollinaire, la maquette, Poème de la paix et de la guerre, 1913-1916. Et vous voyez apparaître dans le sommaire de Calligramme, Case d'Armons, de même que Onde étendard. L'utilisation du calligramme dont je viens de parler, ou que ce titre nous invite à considérer, va se systématiser dans cette période et va montrer comment la guerre devient un motif de poésie. Alors, on peut discuter sur l'intérêt de ces poèmes imagés. Alors, au passage, l'exemplaire de calligramme dédicacé par Picasso avec un petit dessin adressé à Georges Hunier avec le profil de Guillaume Apollinaire. Oui, alors les calligrammes, en voilà, et j'étais en train de dire que peut-être on n'apprécie pas ou on peut se montrer sceptique à l'égard de ces compositions. Le poème explosé, comme on l'a un peu appelé, est un poème qui a été composé essentiellement en temps de guerre. C'est à ce moment-là qu'Apollinaire a cette idée, a cette impression. On le retrouve dans les poèmes à Lou et dans les lettres à Lou ou à Madeleine que nous reverrons. Mais les images représentées par les mots agencés en dessin peuvent être comme ici une fleur ou un cœur, ce qui est évidemment un élément quand on adresse un hommage à une femme, puisque ce poème est adressé à Lou, mais ça peut être aussi des éléments guerriers ou de modernité. Une montre, une cravate, une pipe, une botte, une tour Eiffel, et encore plus des accessoires de guerre, le cheval, le canon, les obus, la guérite. Bref, le poète s'amuse à rendre la réalité de la guerre à travers ces images, même à travers le bruit de la pluie qu'il est en train de faire. Alors, peut-être que ces acrobaties n'auraient pas duré, peut-être que lui-même n'aurait pas continué. Donc voilà encore, vous voyez, Case d'Armons avec les canons qui apparaissent. Mais il n'empêche que nous sommes obligés de les prendre en considération et que c'est un élément qui participe de cette création poétique pendant la guerre. Alors, quantitativement, la production du poète au temps de guerre est abondante, 2 fois plus en quantité de poèmes rédigés entre 1914 et 1918 que ceux écrits en temps de paix, ce qui peut peut-être nous surprendre. Mais à part la plaquette intitulée Case d'Armons, dont je viens de parler, cette production n'est pas publiée, comme c'est le cas pour la plupart des soldats qui écrivent parfois dans les tranchées et qui publieront à la suite. En revanche, ils sont souvent insérés dans des lettres, avec des correspondants très nombreux et variés. André Rouvert, son ami dont j'ai parlé, André Billy, Louis de Gonzague-Frick, André Salmon, Émile Léonard, et surtout des femmes, les femmes sur lesquelles j'aurai à revenir dans ma troisième partie, Marie Laurencin, qui fut sa compagne pendant 5 ans, Louise de Coligny-Châtillon, qu'on appelle Lou, Madeleine Pagès, l'éphémère fiancée, Mireille Havé, la jeune poétesse, Jeanne Burgue, que vous avez ici,
qui est surnommée Yves Blanc, qui est sa marraine de guerre, Louise Laure Favier et sa fille, surnommée Chérie. Et toutes ces lettres contiennent, toutes, presque sans exception, contiennent toujours un poème, parfois deux, parfois le même poème recopié à plusieurs correspondants ou correspondantes. Et ces textes sont fascinants car ils sont le plus souvent griffonnés à la cantine ou à la caserne ou dans la tranchée. Ils ont un caractère spontané, ce qui les rend parfois un petit peu gauches, mais bien que de premier jet, ils ont toujours une qualité digne de la publication. Et Apollinaire est conscient que ces poèmes spontanés, ces poèmes émergés peut-être même de la guerre, ont une valeur. Il écrira à Lou le 14 janvier 1915, alors qu'il est encore à garnison à Nîmes, à propos des poèmes qui complètent les lettres, « Ne les perds pas, car je les réunirai, les meilleurs, en volume, et je n'ai pas le double, car j'écris directement. » Ce qui était un peu imprudent, avouez-le. La nature de ces poèmes est variée et mériterait une étude détaillée. Je n'en ai pas réellement le temps, à peine quelques mots. Ils se répartissent en gros en trois familles. En premier lieu, les poèmes qu'on pourrait appeler des poèmes récits, dans lesquels le soldat raconte sa vie quotidienne, comme celui intitulé À Nîmes, envoyé à Émile Léonard. Je cite, « Perdu parmi 900 conducteurs anonymes, je suis un charretier du 9 charroi de Nîmes. J'attends que le printemps commande que s'en aille vers le nord glorieux, l'intrépide Bleusaille. » Bon, encore une fois, la charge poétique n'est pas très forte, mais ce sont simplement des poèmes de circonstance. Une autre catégorie est composée de poèmes témoignages qui révèlent le climat de la guerre, qui en isolent certains éléments, comme dans plusieurs poèmes déclinés de manière anaphorique à partir de « Il y a », je cite, « Il y a 1000 sapins brisés par les éclats d'obus autour de moi, il y a un fantassin qui passe aveuglé par les gaz asphyxiants, inquiète, il y a une batterie dont les servants s'agitent autour des pièces, et ainsi de suite. Hein, ça continue sur 20-30 lignes. Et la troisième sorte de poème serait des poèmes confidences, dans lesquels le poète soldat révèle ses sentiments. Il retrouve une certaine tonalité lyrique pour évoquer les attentes, l'attente des lettres, la chasteté, chasteté forcée, qui a été très douloureux pour les soldats, la fatigue physique, le froid, la faim. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, je citerai ce poème intitulé « Chevaux de frise », envoyé à Madeleine le 18 novembre 1915. Pendant le blanc et nocturne novembre, tandis que chantaient épouvantablement les obus et que les fleurs mortes de la terre exhalaient leur mortelle douleur, moi je décrivais tous les jours mon amour à Madeleine. La neige met de pâles fleurs sur les arbres et toisonne d'hermine les chevaux de frise que l'on voit partout, abandonnés et sinistres. Et vous voyez comment les chevaux de frise, alors représentation de ce qu'il y a de plus guerrier, se mêlent avec les fleurs pâles dont les pétales vont jusqu'à la femme aimée à laquelle il s'adresse. Les exigences formelles de la poésie sont ici préservées. Le jeu des images, le jeu des assonances, les effets de rythme, le mélange des tons, les rapprochements un peu inattendus sous forme de métaphores, le climat de guerre, les circonstances, tout cela investit la lettre, investit le poème et le féconde. Donc la guerre apporte une nourriture nouvelle qui va renouveler aussi l'inspiration et l'expression. La forme la plus sensible, et je finirai là-dessus pour ce point, est le jeu métaphorique, la métaphore, c'est-à-dire la rencontre de deux signifiés qui se vident de leur premier sens pour en créer un troisième, comme dans cet exemple. Le ciel est étoilé par les obus d'ébauche, la forêt merveilleuse où je vis donne un bal, la mitrailleuse joue un air à triple croche. C'est dans Calligramme, la nuit du 4 avril. Alors on voit qu'il ne s'agit pas d'enjoliver la guerre, de traduire cette double vision guerrière poétique à travers une unique formulation. C'est dans ce sens que la guerre possède des merveilles. Merveilles, vous savez qu'il y a un poème qui porte ce titre, Merveilles de la guerre. Non qu'elle soit merveilleuse, mais parce qu'elle offre un champ poétique inexploré.
Ainsi, une réalité triviale et meurtrière, qui va me servir d'exemple, l'obus. L'obus devient le lieu des plus inédits télescopages. Lettres, train, mimosa, sein, lune. Je cite, un bel obus semblable au mimosa en fleurs. Ou à propos de sa déflagration d'un obus au-dessus des têtes, le ciel faisait la roue comme un phénix qui flambe. Parfait alexandrin, très poétique, très rythmé. Se combine un sens aigu de l'imagerie des batailles et du merveilleux qu'elle suscite. La guerre est évidemment un désastre pour les âmes, mais c'est une fête pour les yeux et l'imaginaire. La guerre donne un souffle particulier au poème. La guerre lui dicte un mode de fonctionnement. La guerre impose une incandescence, ce qu'interdit la lente maturation du travail de bureau, dans un petit cabinet de travail. Cette poésie du front n'a pas l'apaisement des élégies de jadis, celles que l'on trouve dans les poèmes, dans certains poèmes d'alcool. Les ruptures, les syncopes, les acrobaties, les calembours, les trivialités, tout cela donne un éclat. Vous vous rappelez le mot éclat tout à l'heure, à tous les sens du mot, le mot éclat parce que c'est éclatant, mais éclat aussi parce que ça éclate, parce que c'est comme une bombe. Nous serions en quelque sorte en présence d'un équivalent poétique du cri représenté par le Guernica de Picasso. Voilà ce qu'un peintre est capable de dire de la guerre sans explication. Et voilà ce qu'un poète est capable de dire de la guerre, je cite, évidemment, balance des batteries lourdes de cymbales qu'agitent les chérubins fous d'amour, en l'honneur du dieu des armées, un arbre dépouillé sur une butte, virilité du siècle où nous sommes, au canon, douilles éclatantes des obus de 75, carillonnés pieusement. Apollinaire, comme tous les combattants, a bien perçu les sombres réalités de la guerre, je crois qu'il faut bien le rappeler. Dans ses lettres percent souvent l'hésitation, la lassitude, le désespoir. Par exemple, je commence à désirer la fin de la guerre, à Madeleine le 18 janvier 16. Et le 14 mars de la même année, 3 jours avant sa blessure, conscient du danger, il y confie dans une lettre que ceci soit considéré comme mon testament. Et si le soldat est là, fatigué, inquiet, si l'homme est ému, le poète, lui, est charmé, et son patriotisme de néo-français se combine avec sa sensibilité d'artiste, de poète, pour transformer l'horreur en beauté, le désespoir en honneur, alors que la mort est là, qui rôde. Je cite, « Les yeux des fantassins ont des lueurs navrantes, nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, les amants vont mourir et pleurer les amantes. » Lui-même s'interroge, mi-blagueur, mi-inquiet. Vient-il l'obus dont je mourrais? Mais il se reconnaît investi d'une mission, celle de transfigurer la tuerie, de sublimer l'horreur par le miracle de l'art. J'ai tant aimé les arts que je suis artilleur, écrit-il avec un peu de plaisanterie, ce qui n'est pas simplement un bon mot. Les arts et les artilleurs, eh bien, c'est un peu la réunion de deux milieux, de deux mondes. Et plus sérieux est le don qui nous est offert à la fin du poème, ce poème au titre un peu choquant, Merveille de la guerre, qui dit ceci, c'est la fin du poème, « Je lègue à l'avenir l'histoire de Guillaume Apollinaire, qui fut à la guerre et sut être partout, dans les villes heureuses de l'arrière, dans tous les restes de l'univers, dans ceux qui meurent en piétinant dans le barbelé, dans les femmes, dans les canons des chevaux, au zénith, au nadir, aux 4 points cardinaux, et dans l'unique ardeur de cette veillée d'armes. » Alors la poésie est présente partout, et le poète, phénix toujours renaissant, vous savez que le phénix est son oiseau symbolique, le poète survivra au malheur et aux disparitions. Alors il y a un élément qui va aider à sa survie, un élément vaguement évoqué dans ce qui précède, mais que je n'ai pas encore développé, et qui constitue cette troisième partie que je commence et qui sera notre dernière, c'est l'élément sentimental. Guillaume, le prétendu mal-aimé, vous savez qu'il y a un long poème superbe qui s'appelle « La chanson du mal-aimé », il ne le fut pas réellement d'ailleurs.
Guillaume est fait pour l'amour. Il est celui qui aime les femmes et qui aime être aimé des femmes, les femmes qu'il désire, qu'il séduit, celles qui le délaissent. Alors, on devait se douter qu'en enfilant son uniforme de soldat, Costro, comme l'appellent ses amis, Costro n'abandonnerait pas son tempérament d'amoureux. Ce qui va nous conduire à examiner ce troisième temps qui est la perception de la guerre, mais nourrie par la médiation de la femme. Je voudrais commencer par le plus anecdotique. Dans sa correspondance, le poète laisse transparaître une franche germanophobie. En ces temps de conflit, la haine du Boche, pour reprendre cette expression convenue, n'a rien d'original. Mais dans le cas d'Apollinaire, on pourrait avancer que ce sentiment prend sa source dans une relation qu'il a eue dans sa jeunesse, l'année de ses 20 ans, 21 ans, quand il se trouvait en Allemagne. Il est engagé, à cet âge-là, comme précepteur de la fille d'une riche veuve allemande, la vicomtesse de Milhaud. Elle l'emmène passer avec elle une année en Rhénanie, donc de l'autre côté du Rhin. Dans toute la famille, il y a des enfants à éduquer, il y a un certain nombre de tâches à accomplir, et la gouvernante de la famille est une jeune Anglaise nommée Annie Playden, vous avez son image à l'écran, une jeune femme que le jeune poète poursuit de ses assiduités. Elle est un peu timide, elle est un peu lointaine, elle le rejette poliment, provoquant une blessure profonde dont nous retrouvons la trace dans le poème qui s'appelle précisément La chanson du mal-aimé. Je cite 5 vers. « Adieu, amour confondu avec la femme qui s'éloigne, avec celle que j'ai perdue l'année dernière en Allemagne et que je ne reverrai plus. » J'ai choisi ces vers justement parce qu'il a perdu en Allemagne. Et donc, malgré son admiration pour la culture germanique, il y a peut-être cette rancune à l'égard de l'Allemagne. Et les vers qu'il rédige contre les Allemands vont un peu dans ce sens. « Je vous remercierai, écrit-il dans une lettre à sa marraine, si se peut, je l'assure, quand nous aurons vaincu le Boche, lâche et vil, dont la vertu française a ressenti l'injure. » Alors donc, peut-être que la relation avortée avec Annie Playden a cristallisé ce sentiment. De même, pour son impatience à guider ses garnisons de Nîmes pour se rendre sur la ligne de front en Champagne, où est fixée la 45e batterie de son régiment, eh bien, cette façon de vouloir partir vers l'Est, le nord-est de la France ou de l'Europe, pourrait être liée au désir de revoir les Ardennes où se trouve Stavelot, qui fut le lieu en 1899, vous avez remarqué qu'il était né en 1800, donc il a juste 19 ans, de son premier émoi amoureux pour une jeune Wallonne nommée Marie Dubois, celle qu'il appelle Mareille, dont il écrit dans le poème qui porte ce titre « Mon amante d'antan, dans quel bras t'endors-tu, pendant l'hiver, saison d'amour où les vents pleurent, où les amants ont froid, où les passants se meurent. » Voilà deux relations d'adolescents ou de préadultes qui ont cristallisé peut-être cette envie d'aller vers autre chose. Mais je voudrais creuser un peu plus sérieusement maintenant le thème de la présence féminine dans la guerre. Et pour cela, je voudrais revenir d'abord aux circonstances de l'enrôlement militaire. Vous vous rappelez, on en parlait en début. En août 1914, le poète traverse une période difficile. Sa demande d'engagement déposée à Paris le 10 du mois d'août a été refusée. Il vient de revoir son ancienne compagne, Marie Laurencin, dont il est séparé depuis 2 ans. Ils ont eu ensemble une vie commune pendant 5 ans. Elle s'est mariée et en plus, elle a épousé un jeune peintre allemand, ce qui est un comble, et elle s'apprête à partir pour l'Espagne. Les revenus d'Apollinaire sont maigres et son cœur est vide. Il se résout à accompagner son ami, l'avocat et homme de plume Henri Siéger-Pascal à Nice, une ville qu'il apprécie, où il arrive le 6 septembre. On se trouve là, dans cette ville, des rentiers et des esthètes. On est un peu loin du front, bien entendu. Un dimanche de la fin du mois de septembre, au cours d'un déjeuner, il rencontre une élégante Parisienne, décrite ainsi par une biographe, Laurence Campa. Ah oui, le laissez-passer pour Nice dont j'ai parlé tout à l'heure, oui. Et maintenant, je vais vous montrer
l'élégante jeune parisienne. Une petite personne piquante, volubile et rieuse, à la chevelure acajou, passée au nez, coupée court, aux yeux effrontés et battus. Alors, je ne sais pas si cette description est fidèle. En tout cas, elle se nomme Louise de Coligny-Châtillon. Elle est divorcée, elle est encore jeune, elle a 33 ans. Elle vit chez sa cousine à la villa Baratier, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. On est dans le beau monde. Elle est comtesse. Elle est descendante de l'amiral de Coligny, lointaine. Elle se prétend aviatrice. Elle mène une vie de femme libérée et entretenue. Et au moment de la guerre, elle joue les infirmières à l'hôtel Ruhl, transformé en hôpital. On la surnomme Lou. Guillaume est immédiatement fasciné par cet aristocrate au corps souple et au sourire enjôleur, en qui coule, comme il l'écrira dans une lettre, le sang de Saint-Louis. Dès le surlendemain de cette rencontre fortuite, il lui adresse une lettre brûlante, dans laquelle il se déclare éperdument un peu, et dont j'extrais quelques mots. 24 heures se sont à peine écoulées depuis cet événement, que déjà l'amour m'abaisse et m'exalte tour à tour, si bas et si haut, que je me demande si j'ai vraiment aimé jusqu'ici. Une cour assidue va suivre, une cour qui va durer 2 mois, sans que la jeune comtesse se laisse fléchir. Survient alors, suite à une nouvelle demande, l'engagement militaire. Alors je vous rappelle, il est devenu français, il peut être engagé, et il est affecté au 38e régiment d'artillerie à Nîmes, où il se rend le 5 décembre 1914. 5 décembre 1914. Le lendemain même, 6 décembre, l'imprévisible Loup débarque à Nîmes, va saluer jusqu'à la caserne le nouvel artilleur, puis s'installe au Grand Hôtel du Midi, place Bronne. Alors, je ne suis pas allé vérifier à Nîmes pour voir si cet hôtel existe toujours et cette place porte toujours le même nom, mais s'il y a des gens qui se connaissent, eh bien, ils vérifieront. Pendant une semaine, durée du séjour de Lou à Nîmes, le couple va vivre, le soir et même la journée parfois, le couple va vivre une liaison intense, aujourd'hui on dirait même torride, dont les traces se retrouvent dans la correspondance. Cette correspondance que vous connaissez sans doute et que je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à retrouver, les fameuses lettres à Lou, et dans les 76 poèmes qui accompagnent les lettres, qui ont été publiés à part sous le titre Poèmes à Lou. Voilà donc cette liaison tumultueuse, tourmentée, passionnelle. Les amants se retrouveront 3 fois à Nice pour le jour de l'an, nous étions début décembre, puis en février au même endroit à Nice, enfin à Marseille en mars 1915, à l'hôtel Terminus, l'hôtel le bien nommé, puisque la liaison s'achève et que le poète se porte volontaire pour le front. Peut-être le fait-il par gloriole. En tout cas, il attribuera son initiative de partir vers le front au désespoir sentimental auquel l'a réduit la volage Lou. Il continue à lui adresser des lettres enflammées, jusqu'à février 1916, vous voyez, un mois avant sa blessure. Alors pour l'instant, je vous invite à retenir la coïncidence entre l'accès à la condition de soldat et l'aventure sentimentale. Coïncidence peut-être, mais coïncidence que nous retrouvons dans une autre histoire d'amour du temps de la guerre, bien connue, que vous connaissez probablement vous aussi, mais que je rappelle rapidement, c'est l'histoire avec Madeleine Pagès, Madeleine que j'ai déjà citée. Alors je vais à l'essentiel. Pour les fêtes de fin d'année, il obtient une permission qu'il passe à Nice, où il retrouve Lou, bien entendu, et il reprend le train pour rentrer à Nîmes, et dans le train qui le ramène, nous sommes le 1er janvier 1915, il rencontre une jeune fille avec laquelle il lie conversation. Elle est âgée de 22 ans, elle est professeure de lettres, ou institutrice, on ne sait pas trop, et elle est venue rendre visite à son frère qui vit à Nice et se dispose à s'embarquer pour Oran, où elle habite et où elle est née. On bavarde, on discute, et à Marseille, la jeune fille descend pour aller prendre son bateau. Mais avant de quitter le train, à la demande du militaire qui a décliné sa fonction et sa qualité de poète,
elle griffonne son adresse qu'il récupère avec lui. 3 mois plus tard, la jeune fille reçoit une carte. Voilà Madeleine, peut-être à cet âge-là, 22 ans. 3 ans plus tard, la jeune fille reçoit une carte rédigée de la main d'Apollinaire où il s'excuse de ne pas avoir pu lui envoyer le livre de poèmes qu'il lui avait promis. Il avait promis de lui envoyer l'alcool. Je vous rappelle qu'Alcool est paru en 1913, donc à la veille de la guerre. Donc, je ne peux pas envoyer le poème, mais il lui dit un certain nombre de gentillesses et il conclut par des formules respectueuses et convenues. Mes hommages respectueux, je vous baise la main. Et voilà le début d'une correspondance fournie et passionnée qui aboutira en 1915, c'est-à-dire 8 mois plus tard, à une demande en mariage dans les règles. Tout le comportement du poète soldat devient dès lors indissociable de l'image de Madeleine. Ainsi, alors que la Champagne est pilonnée par les obus, il voit sa fiancée à qui il écrit, je cite, « Aux farefleurs mes souvenirs, aux cheveux noirs de Madeleine, les atroces lueurs des tirs ajoutent une clarté lointaine à tes beaux yeux, ô Madeleine. » Les lettres et les poèmes envoyés par Apollinaire, parfois nommés secrets, seront souvent investis d'une forte charge sexuelle, une espèce d'acte d'amour en paroles. Vous connaissez la suite, nous connaissons la suite. Le 22 novembre 1915, Guillaume a une permission, il part pour Oran, où il doit retrouver Madeleine. Nous savons assez peu de choses, nous avons cette photo, nous savons assez peu de choses de ce séjour, mais au retour, les lettres du poète se font plus tièdes, plus espacées, un peu comme si Madeleine était en train de sortir de sa vie, même si les échanges épistolaires vont continuer pendant l'hospitalisation et même pendant la convalescence, jusqu'en septembre 1916, avec une lettre assez froide où Guillaume réclame de Madeleine divers souvenirs qui lui appartiennent. Bon, l'épisode était assez connu et on pourrait développer, on pourrait être beaucoup plus long là-dessus et je n'ai fait que l'esquisser. Mais en même temps, ce détour biographique n'était pas destiné à rappeler cette relation, il était destiné surtout à montrer l'intime fusion qu'il y a entre le poète soldat et la femme. Je crois qu'il n'est pas abusif d'affirmer que les poèmes du temps de guerre sont quasi toujours des poèmes d'amour. Le registre sentimental se mêle au registre guerrier pour fonder une poésie d'amalgame absolument inédite, comme dans le premier des poèmes Zalou, « Je pense à toi, mon loup, ton cœur est ma caserne, mes sens sont tes chevaux, ton souvenir est ma luzerne. » La situation de soldat, une situation douloureuse, inconfortable, risquée, loin de la stériliser, féconde l'expression poétique dans la mesure où elle crée du désir et se mêle au désir. Le galop bleu des souvenances traverse les lilas des yeux et les canons des indolences tuent mes songes vers les cieux. L'image, telle que nous l'avons dans ces 4 vers, cesse d'être une garniture un peu factice ou superflue, pour assurer la texture du texte, la texture interne du texte et du poème, qui se déploie dans une allégorie guerrière teintée d'érotisme. Je cite encore dans un des poèmes Zalou, « Les branches remuées, ce sont tes yeux qui tremblent, et je te vois partout, toi, si belle et si tendre, et tous mes yeux comme tes yeux, la vulve des juments est rose comme la tienne, et nos armes graissées, c'est comme quand tu me veux, aux douceurs de ma vie, c'est comme quand tu m'aimes. » L'abstinence du combattant, la frustration sexuelle autorisent parfois ces tonalités audacieuses, risquées. Celle-ci, par exemple. Là-bas, tu vois les projecteurs jouer l'aurore boréale, c'est une bataille de fleurs où l'obus est une fleur mâle. Alors cette métaphore de l'obus, cette fameuse obus que nous avons déjà rencontrée tout à l'heure, comme la métaphore du zeppelin, le dirigeable appelé zeppelin, ou de divers accessoires de guerre en forme un petit peu ovoïde, tout cela reçoit une coloration sexuelle. Les canons, bon, alors il y a celui-là, dessiné par Picasso, le canon, les pièces de batterie sont comparées, je cite, à des virilités de héros fabuleux.
La tranchée est semblable au corps creux et blanc d'une femme, et elle est une invitation à l'amour. En raison des circonstances et du caractère privé de ces poèmes-lettres, je rappelle que ces poèmes sont destinés à rester intimes et privés, qui seront publiés par la suite, le poète combattant se croit autorisé à s'affranchir de toute pudeur. Les menaces pesant sur la vie abolissent le surmoi et permettent de conquérantes, sexuellement directes, comme ce poème adressé à Madeleine et qui a pour titre Les 9 portes de ton corps. Alors, je n'ai pas besoin d'inventorier ces portes, ou encore adressé à la même Les poèmes secrets, dont le troisième de ces poèmes secrets, je cite en partie, toi, je répandrai le sang grâce à l'amour, ou ma vierge qui allume la lampe. Oui, le son profond des canons qui t'accueillent et qui t'acclament, ma reine. Oui, le cliquetis des épées qui t'appellent aux très belles victimes. Entends monter le cri d'amour d'une armée qui soupire vers l'amour. La prise d'un corps, ne fût-ce que par lettres, ressemble à la prise d'une redoute. On l'encercle, on l'assiège, on l'assaille par surprise, on l'étreint furieusement avant de s'installer en maître. La guerre virilise l'homme, lui donne une vigueur nouvelle, exacerbée par les privations, les souffrances qu'elle impose. Pour le poète, au plus fort des combats, la pensée de la femme entretient son moral comme elle entretient sa forme physique, autant qu'elle stimule son inspiration, cette inspiration éthique. La présence du danger fouette les ardeurs. L'épreuve du feu sacralise l'appétit sexuel, l'appétit de conquête, dynamise le désir et le rend plus fort. Parce que ce désir est au cœur de la poésie apollinarienne. Comme il est dit dans Calligramme, la grande force est le désir. Et la guerre, précisément, entretient le désir et le sublime. Je cite un poème qui s'appelle Désir dans Calligramme. Mon désir est la région qui est devant moi, derrière les lignes Boche. Mon désir est aussi derrière moi, après la zone des armées. Alors, en lisant ces poèmes, nous sommes, des poèmes qu'on pourrait appeler des poèmes de guerre, vous le voyez, nous sommes tenus de ne jamais oublier que la plupart d'entre eux sont envoyés à une femme, ce qui en modifie singulièrement la perspective. Ainsi, de ce fameux poème, L'adieu au cavalier, évoqué en commençant, expédié à Louise Laure Favier le 20 août 1915, puis expédié à Madeleine, le même poème, le 3 septembre, puis le même poème toujours expédié à Lou le 20 septembre. Bon, évidemment, chacune ne savait pas quelles étaient plusieurs correspondantes. Pour éviter les contresens et pour le replacer dans son contexte et ne pas en négliger la dimension allégorique. Alors le premier vers est le plus connu, celui qu'on cite toujours, j'aurais pu utiliser presque comme mon titre. Ah Dieu, que la guerre est jolie, avec ses chants, ses longs loisirs, cette bague je l'ai polie, le vent se mêle à vos soupirs. Voici le Boutecelle, il disparut dans un tournant et mourut là-bas, tandis qu'elle riait du destin surprenant. Voilà les bagues de Poilu. Eh bien, la poésie d'Apollinaire est un peu comme cette bague confectionnée par le cavalier. Elle se polit du souvenir de la femme et des menaces de la guerre. Alors, au moment de conclure ce parcours, je me dois de convenir avec vous que les rapports entre Apollinaire et la guerre, s'ils sont réellement intimes, sont en même temps assez complexes. La guerre constitue, en quelque sorte, le point focal de la vie et de l'œuvre du poète à partir de 1914. On peut presque se féliciter ou au moins s'interroger sur ce que ça aurait été s'il avait vécu, hein, puisqu'il est mort à moins de 40 ans, et alors que la guerre n'était pas terminée. Enfin, elle venait de se terminer, pardon. Donc, l'œuvre du poète est complètement consubstantielle à cette période fascinante pour lui et qu'il a payée de son sang et de sa vie. Un peu comme s'il était préparé à cette épreuve, comme s'il était tendu, comme si les 30 années de sa vie antérieure
devait préparer à ce moment qui allait lui donner une assise sociale, un renouvellement d'inspiration et un accomplissement sentimental. Si bien que la question que l'on entend souvent poser de savoir si Apollinaire fut belliciste, vous savez qu'on le pose souvent de beaucoup d'écrivains qui ont continué à publier ou qui étaient favorables peut-être au conflit, ou s'il fut victime de ce qu'on a appelé l'aliénation d'une époque. Cette question ne paraît pas d'une grande pertinence. D'autres que lui, même ceux qui l'ont faite, ont retenu parfois le caractère réellement exaltant de la guerre. Mais ce n'est pas son cas. Apollinaire, lui, est poète. Ce qu'il revendique avec insistance, c'est cette qualité de poète qui ne le quitte pas, même dans les tranchées. En devenant soldat, il n'abandonne pas sa vocation d'artiste que révèle l'ensemble de son œuvre. Comme tous les poilus, il a expérimenté la vie obscure, enterré dans les boyaux, le froid, la vermine, le spectre de la mort, le sifflement des obus qui parfois transpercent le casque, comme celui-ci, le bruit de la mitraille. Non, le miracle tient à cette capacité à transformer cette épreuve en poésie. Il y a chez les poètes en général et chez Apollinaire en particulier, il y a ce talent, ce génie, cette qualité en tout cas, qui leur permet de transfigurer l'horreur pour en faire de l'art. Hein, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or, dit Baudelaire dans une préface. Baudelaire, dont on fête cette année le 200e anniversaire de la naissance. Transfigurer l'horreur pour en faire de l'art, comme dans ces vers que je voudrais citer en guise de conclusion et pour nous quitter. Et leurs visages étaient pâles, et leurs sanglots s'étaient brisés, comme la neige aux purs pétales, ou bien les mains sur mes baisers tombaient les feuilles automnales. Je vous remercie. Alors éventuellement, nous pouvons reprendre, si Marie-France est dans les parages, nous pouvons reprendre le dialogue, je peux répondre à quelques questions, soit écrites, soit orales, si la chose est souhaitée par quelques-uns des auditeurs ou des adhérents présents. Bon, pas de particularisme de questions, pas d'aspect peut-être que l'adieu d'Apollinaire qui nous propose tout terriblement, c'est un homme de l'intense, comme vous vous en êtes rendu compte. Cet adieu finalement est aussi celui que nous faisons entre nous, avec l'espoir de nous retrouver bientôt. Alors peut-être de cette façon virtuelle, qui n'est pas idéale, mais qui a quelque chose au moins d'intéressant. Peut-être aussi, encore mieux, de manière physique, si l'avenir est plus souriant et si nous pouvons nous retrouver à l'Agora dans un futur proche. On l'espère En tout cas, tous, c'est ce Monsieur que je souhaite. Saloni. Et je souhaite aussi remercier Marie-France et toute son équipe pour le dévouement et l'action qu'elle mène de façon à garder la flamme de la culture et la flamme du savoir à travers l'université et à travers toutes les manifestations qu'elle propose.
Merci infiniment. On a tous espoir effectivement de se retrouver pour la prochaine conférence le 18 mars avec Albert Camus au Centre de Congrès Agora, bien évidemment. Ce serait merveilleux. C'est au moins le souhait Bien. que nous formulons. Bon, je crois qu'il n'y aura pas de questions, à moins Merci qu'il y en ait eu beaucoup. écrites que je n'ai pas vues Non, je n'ai pas apparaître. reçu de questions écrites. Merci infiniment pour cette première conférence en visio Ouais. et on se tient au courant pour le mois de mars. Entendu. Merci Marie-France, Merci, merci à merci à tous tous. et bonne continuation. Au revoir.